Chapitre 16. Poirot dévisagea Mrs. Goodbody avec intérêt et décida qu'elle était un parfait modèle de sorcière. Le fait que la brave femme devait posséder un cœur d'or n'altérait en rien son apparence. À la question que lui posait le détective, Mrs. Goodbody répondit aimablement. « Oui, en effet, je me trouvais chez Mrs. Drake pour la fête du potiron. Lorsque l'on a besoin d'une sorcière dans la région, on s'adresse toujours à moi. Le vicaire m'a bien complimenté l'année dernière pour le rôle que j'ai tenu dans sa fête paroissiale. Il m'a même offert un nouveau chapeau pointu. Au sujet de la soirée de Mrs. Drake, je devais procéder à des incantations pour le jeu des miroirs et mettre les jeunes filles en rapport avec l'esprit, car nous avions aussi un esprit, et les garçons. Mr. Nicolas et Mr. Desmond envoyaient leurs photos flotter à travers la pièce. Pour en revenir à Mrs. Drake, je lui ai prêté ma boule de sorcière que j'avais achetée à une vente de charité. Vous voyez, elle est accrochée au-dessus de la cheminée. Elle est d'un joli bleu, n'est-ce pas? Dites-vous la bonne aventure? Je ne devrais pas l'admettre, chuchota-t-elle. La police n'aime pas ça. Ce n'est pas qu'il se formaliserait du genre de bonne aventure que je prédis, car c'est vraiment sans conséquence. De plus, dans un pays comme celui-ci, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour deviner quelle fille fréquente quel garçon et vice-versa. Pouvez-vous regarder dans votre boule maintenant et voir qui a tué la petite Joyce? Vous vous trompez, monsieur. Ce n'est pas dans une boule de sorcière que l'on voit des images, mais dans la boule de cristal. Si je vous confiais qui, à mon avis, a tué la petite Reynolds, vous ne voudriez pas me croire. Vous diriez que c'est contre nature. Notez que, dans l'ensemble, ce pays n'est pas mauvais. Les gens y sont pour tout la plupart des âmes simples, mais où que vous alliez, vous trouverez toujours des serviteurs du diable, nés et élevés pour servir ses desseins malhonnêtes. Vous n'êtes plus jeune et vous devez savoir ce qu'il y a de perversité par le monde. Hélas, je ne le sais que trop. Si Joyce a vraiment vu un crime se perpétrer, qui a prétendu ça? Elle-même. Cela ne signifie pas que vous devez la croire. Elle a toujours été une petite menteuse. Elle fixa sur Poirot un regard inquisiteur. Vous pensez différemment? Ma foi, non. Trop de gens m'ont donné un avis identique pour que je persiste à mettre en doute leur jugement. Il se passe pas mal de choses dans les familles. Prenez les Reynolds, par exemple. Mr. Reynolds s'occupe de la vente de propriétés. Il n'a pas beaucoup d'ambition et ne changera jamais. De son côté, Mrs. Reynolds se fait du souci sur tout. Quant aux enfants, aucun ne ressemble au père ni à la mère. Anne, qui est très intelligente, va sûrement subir ses examens avec succès. Je ne serais pas étonnée qu'elle aille à l'université et devienne un jour professeure. Notez bien qu'elle ne se prend pas pour n'importe qui. Et puis, il y avait Joyce. Moins intelligente que sa sœur et que son frère, elle s'efforçait de les égaler. Elle voulait toujours en savoir plus que les autres et avoir fait mieux que quiconque. Elle aurait inventé n'importe quoi pour captiver l'attention de son entourage. Et le garçon? Ma foi, quoiqu'il n'ait que 9 ou 10 ans,
Je dois admettre qu'il aura de la personnalité. Il est très habile de ses mains et ne manque pas d'idées. Il ira sûrement très loin. Mais ça n'empêche pas qu'il faille se méfier de Léopold. Il joue de mauvais tours aux gens et écoute aux portes. Je voudrais bien savoir d'où il tient son argent de poche. Ce ne sont pas ses parents qui lui en donnent un temps, car ils n'en ont sûrement pas les moyens. Cela ne m'étonnerait pas qu'il se fasse payer pour des secrets qu'il aurait surpris. Elle s'arrêta, à bout de souffle, puis conclut. Ma foi, je ne pense pas pouvoir vous apprendre grand-chose d'autre. Vous m'avez, au contraire, beaucoup aidé. Savez-vous ce qu'il est advenu de la jeune étrangère qui se serait, paraît-il, enfuie? À mon avis, elle n'est pas allée loin. Ding dong bell, pussy's in the well. C'est ce que j'ai toujours pensé. Chapitre 17. Excusez-moi, madame, pourrais-je vous parler un moment? Mrs. Oliver, qui guettait l'arrivée de Poirot, postée sous la véranda de son ami, se retourna vers l'inconnu qui se tenait à quelques pas, serrant nerveusement sa paire de gants d'une blancheur immaculée. Elle devait avoir dans les 40 ans et sa mise, quoique simple, était très soignée. « Que puis-je pour vous ? Je suis désolée de devoir vous déranger, mais j'ai pensé que... Mrs. Oliver ne chercha pas à presser l'inconnu, bien qu'elle se demandât ce qui la tourmentait. « Si je ne me trompe, vous êtes la dame qui écrit des livres qui parlent de meurtre ?»« Parfaitement, des romans policiers. » La curiosité de Mrs. Oliver était à présent piquée au vif. « Je m'adresse à vous parce que j'ai pensé que vous êtes la mieux placée pour me conseiller. » Jugeant que cette femme aurait sans doute besoin de pas mal de temps pour en venir au fait, Mrs. Oliver lui proposa de s'asseoir. Lorsqu'elles furent toutes deux installées devant une petite table, la visiteuse, qui ne cessait de tortiller ses gants, reprit. « C'est au sujet de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais qui, à l'époque, ne m'a pas particulièrement inquiétée. Seulement un jour, voyez-vous, on repense à certains faits et l'on voudrait pouvoir demander conseil à quelqu'un de compétent. Avec ce qui est arrivé récemment, on s'interroge pour savoir si l'on n'aurait pas mieux agi en avouant tout de suite la vérité. Vous faites allusion à la petite Joyce ? À ce qui lui est arrivé, oui. Sa mort tragique démontre qu'il y a des gens auxquels on ne devrait jamais accorder sa confiance, n'est-ce pas ? Et avec le temps, il vous arrive de comprendre, à force de réfléchir, que certains événements que vous aviez acceptés tout simplement n'étaient pas ce qu'ils semblaient être alors. Vous me comprenez ? Oui. Je ne crois pas connaître votre nom. Linman, Mrs. Linman. Je fais des ménages pour rendre service, et cela depuis la mort de mon mari qui remonte à 5 ans. J'ai travaillé, entre autres, chez Mrs. Llewellyn Smith, l'ancienne propriétaire de Quarry House. L'avez-vous connue ? Non. C'est la première fois que je viens à Woodleigh Common. Dans ce cas, vous ne savez probablement pas ce qu'il s'est passé à l'époque et ce que les gens en ont pensé. J'ai été mise au courant de quelques rumeurs. J'ignore tout des lois qui me font toujours peur. Je me méfie des notaires parce qu'ils m'embrouillent les histoires à plaisir et je n'ose pas m'adresser à la police. Croyez-vous qu'une affaire d'ordre testamentaire concerne la police ? Peut-être, bien que je ne sache pas encore de quoi il est question.
Vous êtes probablement au courant de ce qu'il fut dit à l'époque à propos d'un codicille? C'est cela. Mrs. Llewellyn Smith avait écrit un de ces codicilles, laissant sa fortune à l'étrangère qui s'occupait d'elle. Cette décision surprit tout le monde. Elle avait de la famille dont elle s'était rapprochée en venant habiter le village. Elle aimait particulièrement son neveu, Mr. Drake, et qu'elle ait décidé de les dépouiller au profit d'une inconnue étonna la communauté. Les notaires commencèrent à ébruiter certaines rumeurs, alléguant que Mrs. Llewellyn Smith n'avait pas écrit ce codicille elle-même. Ils affirment que c'était l'étrangère qui avait dû l'écrire et menacèrent de poursuivre l'affaire du codicille. C'est bien l'expression utilisée? Oui. Les notaires allaient donc essayer d'annuler la validité du codicille. Que savez-vous à ce sujet? Je ne voulais pas agir en mal, lança son interlocutrice d'un ton plaintif. Mrs. Oliver reconnaissait ce ton. Elle se dit aussitôt que Mrs. Lenman devait écouter aux portes. « Je n'ai rien répété alors, » reprenait la femme de ménage, « parce que, vous comprenez, sur le moment, je ne savais rien de précis. J'ai simplement pensé que quelque chose de bizarre s'était sans doute passé sans que j'en devine la signification. J'ai travaillé assez longtemps chez Mrs. Llewellyn Smith et je voulais apprendre de quoi il était question. C'est normal, non? Certainement, l'encouragea Mrs. Oliver, qui était complètement perdue. Si j'avais pensé avoir agi mal, je l'aurais avoué plus tard, mais lorsque toute cette histoire a commencé, je croyais que le mieux était que je tienne ma langue. Faites-vous allusion au codicille du testament de Mrs. Llewellyn Smith? Oui, je vais vous expliquer. Un jour que Mrs. Llewellyn Smith ne se sentait pas dans son assiette, elle nous a prié de la rejoindre dans son bureau, moi et le jeune Jim, le garçon qui aidait dans le jardin et rentrait le bois. Nous sommes donc rentrés dans le boudoir et avons trouvé la patronne assise devant son secrétaire, couvert de papier. Elle s'est tournée vers l'étrangère, Miss Olga, comme nous l'appelions, et lui a dit à peu près ces mots. « Maintenant, sortez, mon petit, parce que vous ne devez pas être présente lors de cette phase de notre affaire. » Miss Olga est donc partie, après quoi Mrs. Llewellyn Smith nous a demandé d'approcher. « Ceci est mon testament, nous déclara-t-elle, en désignant une feuille de papier dont elle avait caché l'entête avec un buvard. « Je vais écrire quelques lignes sous vos yeux et je désire qu'ensuite vous apposiez vos signatures pour prouver que j'ai écrit et signé le document. » Et elle commença à écrire en se servant d'une plume que l'on trempe dans l'encrier, car elle n'aurait jamais consenti à user d'un stylo. Au bout de 2 ou 3 lignes, elle a signé, après quoi elle me dit « Maintenant, Mrs. Lenman, vous allez inscrire votre nom et votre adresse. » J'obéis, puis ce fut le tour de Jim. Satisfaite, Mrs. Llewellyn Smith nous annonça. « Vous m'avez vu écrire et signer, j'ai vos signatures, donc tout est en ordre. C'est tout. Merci beaucoup. » Au moment où nous sortions, j'ai remarqué quelque chose qui m'a, sur le moment, intriguée. Comme je tirais sur moi la porte qui me fermait mal, j'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, mais sans vraiment regarder. Vous comprenez? Je comprends. Une sorte de mouvement inconscient. Mrs. Llewellyn Smith venait de se lever de son siège. Marchant avec difficulté, elle alla au rayonnage à livres, en tira un ouvrage, il plaça le papier qu'elle avait glissé dans une enveloppe sous nos yeux et le remit en place sur l'étagère inférieure où elle l'avait pris.
Je notais aussi que la reliure était très grande. Je suis sortie et, une fois dehors, j'oubliais l'incident. Il m'était complètement sorti de l'esprit. Mais lorsque, après la mort de notre patronne, les notaires suggérèrent que le codicille avait été truqué, j'eus le sentiment... Enfin, Comme elle se taisait, embarrassée, Mrs. Oliver insinua. « Vous voulez dire que vous n'avez jamais cherché à savoir... » Eh bien si, je l'avoue franchement. J'étais curieuse de lire ce qu'elle avait écrit sous nos yeux. Après tout, c'est naturel de vouloir prendre connaissance de ce qu'on a signé. C'est dans la nature humaine, pas vrai ? Oui, c'est dans la nature humaine. Alors, le lendemain, alors que Mrs. Llewellyn Smith se faisait conduire à Manchester et que je nettoyais son boudoir, j'ai repéré l'ouvrage relié en question, un vieux livre datant, à mon avis, de l'époque de la reine Victoria et dont le titre était « Enquire Within Upon Everything ». Vous avez donc trouvé le papier et avez pris connaissance de son contenu ? Oui, madame, je l'ai lu. Il s'agissait d'un document légal. Sur la dernière page, je reconnus les quelques lignes inscrites sous nos yeux par Mrs. Llewellyn Smith et auxquelles s'ajoutaient nos signatures de la veille. L'écriture en était très lisible, quoique notre maîtresse ait eu l'habitude de former des lettres très pointues. Et que disait-elle dans le message ? Ma foi, je ne me souviens plus très bien, sinon qu'elle faisait allusion à un codicille devant modifier ses décisions antérieures, car elle léguait toute sa fortune à Olga Seminoff, je crois, pour la remercier de sa gentillesse et de ses soins attentifs. Suivait sa signature, la mienne et celle de Jim. Dès que j'ai eu de le lire, j'ai remis le papier dans son enveloppe et à la même page du livre que je reposais à sa place sur le rayon. J'étais bien surprise de ce que j'avais appris. Imaginez cette étrangère héritant de toute la fortune de Mrs. Llewellyn Smith. Personnellement, je n'aimais pas beaucoup Miss Olga qui se montrait souvent dure et de mauvaise humeur envers les autres domestiques alors qu'elle était toujours d'une docilité parfaite envers notre patronne. Elle devait veiller à ses intérêts. J'ai tout de même trouvé drôle que la vieille dame ne laisse rien à sa propre famille. Et puis, j'ai vite oublié l'incident jusqu'au jour où tout a été remis en question. Lorsque la vieille dame mourut et que le codicille fut présenté devant un notaire, les autorités déclarèrent que le document ne pouvait avoir été écrit par Mrs. Llewellyn Smith, que quelqu'un avait imité son écriture et sa signature. Qu'avez-vous fait ? Rien du tout, et c'est ça qui ne cesse de me tourmenter. Tout d'abord, j'ai pensé que les notaires racontaient ces choses parce que, comme tout le monde, ils n'aimaient pas l'étrangère. Pendant que ces rumeurs couraient dans le pays, Miss Olga jouait à la grande dame. Je me suis dit que tout allait s'arranger, car si Mrs. Drake déclarait que Miss Olga n'était pas de la famille, l'argent retournerait aux héritiers directs, ce qui serait normal dans le fond. C'est ce qui est arrivé, dans un sens, car l'affaire n'est jamais passée devant les tribunaux. L'argent revient à Mrs. Drake alors que Miss Olga s'enfuyait, probablement vers son pays d'origine, ce qui prouvait qu'elle avait dû manigancer quelque malhonnêteté pour se faire léguer la fortune de Mrs. Llewellyn Smith. À combien de temps remontent tous ces événements ? Voyons, Mrs. Llewellyn Smith est morte il y a près de 2 ans. Et la tournure que prirent les choses ne vous causa aucun tourment ? Ma foi, non. À l'époque, vous comprenez, j'étais persuadée que Miss Olga avait sûrement commis un acte répréhensible et,
comme tout semblait rentrer dans l'ordre, je ne pensais pas que mon témoignage changerait les choses. Et qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis? C'est ce crime affreux qui vient d'avoir lieu. Joyce a, paraît-il, déclaré avoir été témoin d'un meurtre et je me demande si elle n'aurait pas surpris Mrs. Olga tuant la vieille dame pour hériter plus vite de sa fortune. Qu'elle ait disparu après que les notaires et la police l'aient interrogée indique qu'elle n'avait pas la conscience tranquille. Vous avez réellement vu Mrs. Llewellyn Smith écrire et signer le document que vous-même et Jim avez aussi signé? Oui, madame. Donc, il ne s'agissait pas d'un faux. Je vous ai dit la vérité, madame. Et si Jim était ici, il confirmerait ce que je raconte. Mais c'est impossible. Il a quitté le pays l'année dernière pour s'installer en Australie et je ne connais même pas sa nouvelle adresse. Qu'attendez-vous de moi? Je voudrais que vous vous renseigniez pour savoir si je dois aller parler de tout ça aux autorités. Remarquez que personne ne m'a jamais demandé si je savais quoi que ce soit à propos d'un testament. Votre nom est Lyman. Et votre prénom? Harriet. Harriet Lyman. Bon. Et Jim? Quel est son nom de famille? Attendez que je me souvienne. Jim Jenkins. C'est cela. Jim Jenkins. Je vous serais bien reconnaissante si vous pouviez tenter quelque chose, madame, parce que maintenant, cette histoire m'inquiète. Ce drame affreux semblerait impliquer que Miss Olga a tué Mrs. Llewellyn Smith et a été surpris par Joyce. Elle jubilait, Miss Olga, lorsqu'elle a appris des notaires qu'elle allait hériter d'une grosse fortune. Mais quand la chance a tourné, elle n'a pas attendu longtemps pour filer. Allez. Il se peut que vous soyez obligé de répéter tout cela devant le notaire qui représentait Mrs. Llewellyn Smith. Ma foi, je vous fais confiance. J'agirai de mon mieux pour qu'on ne vous ennuie pas. Les yeux de Mrs. Oliver se fixèrent sur une élégante silhouette qui débouchait du sentier en contrebas. Mrs. Lyman se leva, enfila ses gants tout froissés et disparut sur quelques mots d'excuses et une courte révérence. Lorsque Poirot parvint à sa hauteur, Mrs. Oliver questionna. « Que vous arrive-t-il? Vous semblez ennuyé. »« Mes pieds me font horriblement souffrir. »« C'est de la faute de vos chaussures vernies. Asseyez-vous et apprenez-moi ce que vous voulez me confier. Ensuite, mon cher, je vous raconterai quelque chose qui vous causera sans doute une assez grande surprise. » Chapitre 18. Poirot s'assit, étira ses jambes et soupira. « Ah, cela va mieux. » Si vous me permettez un conseil, vous ne devriez pas porter des chaussures vernies à la campagne. L'ennui avec vous est que vous voulez toujours être chic. Vous vous sautiez plus de l'apparence de vos vêtements et de vos moustaches que du confort. Pour moi, le confort est une invention merveilleuse. Après la cinquantaine, je trouve même que c'est la seule chose qui compte. Chère madame, je ne suis pas certain de partager votre opinion. Vous avez tort, car au fur et à mesure que passeront les années, vous serez appelé à souffrir de plus en plus. Là-dessus, elle ouvrit une boîte au couvercle coloré et prit une petite quantité de son contenu qu'elle fit disparaître dans sa bouche. Essuyant ses doigts avec un mouchoir, elle articula d'une voix embarrassée. « Poisseux ! Ne mangez-vous donc plus de pommes? Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus voir de pommes. Et
Que mangez-vous en ce moment ? Poirot prit le couvercle sur lequel était peint un palmier. Date de Tunis ? Tiens, tiens. C'est assez extraordinaire. Vous trouvez ? Pourtant, bien des gens en mangent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je juge extraordinaire, c'est que toujours vous m'indiquez la direction, comment dirais-je, le chemin que je dois prendre ou que je devrais déjà avoir suivi. Jusqu'ici, je n'ai pas réalisé à quel point les dates étaient importantes. Je ne vois pas quel rapport il y a entre les dates et ce qui vient d'arriver. Vous avez sans doute raison, mais tout événement présent a un passé. Un passé qui fait encore partie du présent, mais qui existait déjà hier ou le mois, l'année précédente. Il y a 1 an, ou 2, ou 3, un crime a été commis dont une enfant fut témoin et à cause de cela, elle est morte il y a 4 jours. C'est votre avis, n'est-ce pas ? Oui, enfin, c'est tout au moins mon impression. Il est néanmoins possible que nous faisions fausse route en tenant pour crime prémédité ce qui n'est peut-être que le geste d'un dément. Ce n'est pas cette conviction qui vous a poussé à venir me trouver, madame. Non, je l'admets. Je n'aimais pas la manière dont se présentait l'affaire. Et vous savez, j'éprouve encore le même sentiment. Vous avez mis le doigt sur le point sensible, et je partage votre point de vue, quoique vous n'ayez pas l'air très convaincu de ma bonne volonté. Je crains, en effet, que vous ne vous borniez à rencontrer celui ou celle-là, à poser des questions et à décréter que ceux que vous côtoyez sont sympathiques ou non. Parfaitement. Et qu'avez-vous appris de cette manière ? Des détails. Des détails qui, en temps voulu, s'emboîteront dans les dates auxquelles ils correspondent. C'est tout ? J'ai aussi appris que personne n'a foi dans la véracité des paroles de Joyce Reynolds. Lorsqu'elle affirmait avoir vu commettre un crime ? Mais je l'ai personnellement entendu. Bien sûr, mais puisque nul ne l'a prise au sérieux, force nous est d'admettre que ce n'était pas vrai, qu'elle n'a jamais été témoin d'un tel drame. J'ai l'impression que vos détails, au lieu de vous aider à progresser, vous obligent plutôt à rétrograder. Mais non, je suis sûre que tout doit se tenir. Prenez cette histoire de falsification, par exemple. Nous avons une étrangère qui aurait capté l'affection d'une vieille dame très riche pour hériter d'une fortune colossale. L'étrangère a-t-elle falsifié le testament et son codicille, ou quelqu'un s'en est-il chargé à sa place ? Mais qui ? Il y avait une autre faussaire dans le village. Enfin, quelqu'un qui fut une fois poursuivi en justice pour avoir falsifié des documents et qui s'en est sorti avec une peine légère parce qu'il s'agissait de son premier délit. Est-ce que je la connais ? Non, il est mort. Oh ! Depuis longtemps ? Il y a à peu près 2 ans. Voyez-vous, j'ai l'intuition que certains événements apparemment séparés sont liés les uns aux autres. C'est une suggestion qui vaut d'être retenue. Je ne comprends cependant pas... Moi non plus, pour le moment, mais je suis convaincue que les dates m'éclaireront. Où se trouvaient, dans le même temps, les personnes m'intéressant, ce qu'elles faisaient, ce qui leur est arrivé. Tout le monde pense que l'étrangère a rédigé le codicille, et là-dessus, tout le monde a sans doute raison. Elle devait être la bénéficiaire, n'est-il pas vrai ? Mais attendez, attendez. Attendez ? Quoi ? Retournez-vous bientôt à Londres, madame,
Ou avez-vous décidé de demeurer encore ici? Je rentrerai après-demain. Le travail m'attend et je ne puis m'absenter davantage. Dites-moi, dans votre appartement, avez-vous de la place pour loger des invités? En principe, je réponds toujours non. Je déteste devoir changer mes habitudes pour de vagues connaissances. Pour des amis intimes, c'est différent. Ceux dont la compagnie m'est agréable sont toujours les bienvenus chez moi. Vous pourriez recevoir 2 invités, le cas échéant. Je le pourrais. De qui s'agit-il? Connaissez-vous bien votre amie, Mrs. Butler? Non, pas très bien. Nous avons sympathisé au cours d'une croisière et pris l'habitude de visiter ensemble les lieux que nous devions explorer. Je trouvais que Judith possédait un je ne sais quoi d'attachant, d'original. Vous souhaitez donc que j'invite Judith et Miranda chez moi? Pas encore. Pas avant que je n'obtienne l'assurance qu'une de mes petites idées est bien fondée. Ah, vous et vos petites idées? Maintenant, écoutez-moi. J'ai une nouvelle pour vous. Madame, vous m'en voyez ravie. N'en soyez pas trop sûre. Cela va probablement bouleverser vos petites idées. Que diriez-vous si je vous apprenais que la falsification dont vous venez de m'entretenir si longuement n'est, tout compte fait, pas une falsification? Comment cela? Mrs. Llewellyn Smith a bien rédigé un codicille laissant toute sa fortune à sa fille au père et elle l'a signé devant 2 témoins qui apposèrent ensuite leur propre signature au bas du document. Chapitre 19. Mrs. Linman, dites-vous? Répéta Poirot en prenant note du nom que venait de lui communiquer Mrs. Oliver. Harriet Linman. L'autre témoin serait, paraît-il, un certain Jim Jenkins qui a, depuis, émigré en Australie. De son côté, Olga Seminoff aurait regagné son pays d'origine, ce qui semble indiquer que beaucoup de gens sont partis dans cette affaire. Jusqu'à quel point jugez-vous que nous puissions considérer sérieusement le témoignage de Mrs. Linman? Je ne pense pas qu'elle ait inventé quoi que ce soit, si c'est ce que vous voulez insinuer. Je suis prête à croire qu'elle a signé un papier, qu'elle a éprouvé la curiosité de découvrir ce qu'il contenait, et qu'elle a sauté sur la première occasion pour commettre une indiscrétion somme toute normale. Et elle est assez instruite pour lire et écrire? Sûrement. J'admets néanmoins qu'il est parfois difficile de déchiffrer l'écriture d'une personne souffrant de rhumatisme. Il se pourrait que plus tard, lorsqu'elle eut vent des rumeurs circulant sur le codicille, elle ait estimé avoir lu un document testamentaire. Pourtant, il y avait bien un document forgé. Comment le savez-vous? Je l'ai appris d'un notaire. Peut-être a-t-il commis une erreur. Les notaires sont très pointilleux sur ces questions. D'ailleurs, celui dont je parle a fait appel aux experts et pris des dispositions pour amener l'affaire devant les tribunaux. Dans ce cas, il est aisé d'imaginer ce qui a dû se produire. Vraiment? Et que s'est-il donc produit? Eh bien, le lendemain ou quelques jours après avoir écrit ce codicille, Mrs. Llewellyn Smith eut une querelle avec sa dévouée au père, à moins qu'elle ne se soit tout simplement réconciliée avec son neveu ou sa nièce et ait décidé de détruire le codicille écrit devant témoins. Et ensuite? Ensuite, ma foi, ensuite la vieille dame mourut et l'étrangère se dépêcha de produire un codicille pareil à l'original, imitant du mieux possible l'écriture des témoins et de sa patronne.
Elle devait avoir aperçu les signatures de Mrs. Lehman et de Jim sur leur carte d'assurance. Mais son travail ne trompa pas les notaires et les ennuis commencèrent pour la voleuse. « Madame, me permettez-vous de me servir de votre téléphone ?»« Je vous permets de vous servir du téléphone de Judith. »« Où se trouve votre amie ?»« Chez le coiffeur. » Et Miranda est allée se promener. L'appareil se trouve dans le salon, près de la porte-fenêtre. Poirot disparut et resta absent quelques minutes. Lorsqu'il rejoignit son amie, cette dernière questionna. « Alors, qui avez-vous appelé ?»« J'ai téléphoné à Mr. Ferguson, notaire. Et maintenant, je vais vous confier, à mon tour, une nouvelle. Le codicille, celui qui fut présenté au notaire et dont la validité fut contestée par les experts, ne porte pas la signature de Mrs. Lehman, mais celle d'une certaine Marie Doherty, femme de ménage, décédée depuis peu. Elle porte aussi celle de Jim Jenkins qui, comme vous le disait Mrs. Lehman, a émigré pour l'Australie. Ainsi, il y a bien un faux codicille. Et il semblerait aussi qu'il y ait eu un codicille authentique. Dites donc, Poirot, tout cela ne devient-il pas un peu compliqué ? Très compliqué. À mon avis, il y a trop de falsifications dans l'air. Peut-être le codicille original se trouve-t-il encore à Carey House, entre les pages de la reliure Enquire Within Upon Everything ? Je crois savoir qu'à la mort de Mrs. Llewellyn Smith, tout a été vendu à l'exception de quelques meubles et tableaux de famille. Monsieur Poirot, cette Mrs. Lehman m'aurait-elle raconté des bobards tout à l'heure ? Possible. Quelqu'un lui aurait-il demandé de me raconter des bobards ? Cela aussi est possible. Quelqu'un l'aurait-il payé pour qu'elle me raconte des bobards ? Continuez, continuez. Vous êtes bien parti. J'imagine que Mrs. Llewellyn Smith avait la manie, ainsi que beaucoup de femmes riches, de rédiger fréquemment des testaments en changeant sans cesse les noms de ses légataires. Les Drake, qui étaient déjà aisés, devaient hériter de la plus grosse part, mais si nous prenons en considération les déclarations de Mrs. Lehman, j'aimerais savoir si la testatrice a jamais manifesté l'intention d'avantager d'autres personnes comme elle le fit pour Olga. J'aimerais connaître un peu mieux cette étrangère qui me fait l'effet d'avoir mis au point une disparition remarquablement réussie. Moi aussi. Et à propos, la maîtresse d'école. Laquelle ? Celle qui a été étranglée et dont vous avez parlé, Miss Whittaker. Je n'aime pas beaucoup Miss Whittaker. Une femme intelligente, sans doute, mais horripilante. Je ne serais pas surprise si l'on apprenait qu'elle trempait dans un meurtre. Estimez-vous qu'elle aurait pu aller jusqu'à étrangler une collègue ? Il faut bien épuiser toutes les possibilités, n'est-ce pas ? Chapitre 20. Pour quitter la maison de Judith Butler, Poirot emprunta le chemin familier de Miranda. En approchant de la haie, il remarqua dans les buissons une ouverture toute fraîche, ne correspondant pas à la taille de la fillette. Il remonta le sentier de l'ancienne carrière, admirant une fois de plus le tableau qu'il avait sous les yeux. Poirot se concentra un moment sur le genre de testament qu'écrivent les femmes riches et le genre de mensonges dont elles usent lorsqu'elles doivent faire allusion à leur intention testamentaire. Il se demanda ensuite quel endroit elles choisissaient pour cacher l'expression écrite de leur dernière volonté
et il essaya de se mettre à la place d'un faussaire. Il n'était pas douteux que le codicille présenté comme pièce authentique avait été forgé. Impossible de soupçonner la droiture de Mr. Ferguson. Homme de loi prudent, il n'aurait jamais conseillé à un de ses clients d'intenter un procès à moins qu'il n'ait eu des raisons légitimes et bien fondées pour agir de la sorte. Poirot suivit un coude du sentier et fut, une fois de plus, ramené à la réalité par les douleurs que lui infligeaient ses souliers vernis. Devrait-il abandonner son projet de poursuivre jusque chez lui son ami Spencer en empruntant ce raccourci? La route aurait été bien plus confortable que ce sentier. Brusquement, il se figea sur place. Devant lui, 2 silhouettes venaient d'apparaître. Assis sur un rocher bas, un carnet de croquis sur les genoux, Michael Garfield dessinait. Miranda s'éloignait. L'artiste leva la tête. « Ah, Seigneur Moustachos, je vous souhaite un très bon après-midi. Puis-je jeter un coup d'œil sur votre travail? Ou trouvez-vous ma présence gênante? Vous enregistrez et bientôt tout s'effrite. À l'exception, cependant, du jardin. Vous croyez? Tout ce décor disparaîtra si personne n'est là pour y veiller. La nature reprend vite le dessus. Pour conserver le jardin tel qu'il est, il faut beaucoup d'amour, d'attention et de soins professionnels. Si un conseil municipal le prend en main, ce qui arrivera tôt ou tard, il deviendra ce que l'on appelle un jardin public. On y placera des plantes exotiques, des bancs et des corbeilles à papier. « Monsieur Poirot !» La voix de Miranda leur parvint assourdie. Le détective avança de quelques pas pour être entendu. « Vous vous promeniez dans votre jardin favori? »« Oui et non. Je cherche le puits. »« Il y a un puits par ici? »« Il existait autrefois et l'on venait y faire des vœux. »« J'ignorais que l'on gardât un puits près d'une carrière. »« Il y a toujours eu des bois autour de la carrière et le puits s'y trouvait déjà avant que les travaux ne commencent. Michael sait où est son emplacement. Il refuse de m'y mener. » L'artiste intervint. « Ce sera bien plus amusant pour vous si vous continuez à le chercher toute seule. Surtout si vous n'êtes pas certaine qu'il existe vraiment. »« La vieille Mrs. Goodbody m'en a parlé. Elle doit être au courant, elle, puisqu'elle est sorcière. »« Vous connaissez notre sorcière locale, Monsieur Poirot ? Même si elle ne jouit pas d'une grande réputation, les gosses se confient de bouche à oreille les capacités qu'ils lui attribuèrent. » Têtue, Miranda reprit. « Le puits a un pouvoir surnaturel. On avait l'habitude de venir y formuler des vœux en tournant 3 fois autour et à reculons. Il ne peut pas être loin. Mrs. Goodbody m'a appris que l'on avait condamné il y a longtemps parce qu'une fillette était tombée dedans. » Une légende locale, ironisa le paysagiste. Mais je sais qu'il existe un puits à vœux à côté de Little Belling. Je vous avertirai lorsque j'aurai trouvé le mien. On ne doit pas prendre trop au sérieux ce que raconte une sorcière, Miranda. Si elle dit qu'un enfant est tombé dans un puits, il doit probablement s'agir d'un chat. Ding dong dell, puss is in the well, fredonna la fillette en se levant. Il faut que je parte à présent. Mamie m'attend. Elle adressa un gentil sourire aux 2 hommes, contourna le ruisseau et disparut au tournant d'un sentier. Ding dong dell, murmura Poirot. On croit à tout ce que l'on veut dire,
Michael Garfield. Avait-elle raison ou pas? L'artiste observa pensivement le détective avant d'ajouter. Elle a parfaitement raison. Un puits existe dans ces bois, condamné depuis longtemps, peut-être parce qu'il était en effet dangereux. Mais qu'il ait été un puits aveu est sûrement une invention de la mère Goodbody. En avez-vous parlé à Miranda? Je préfère la laisser rêver à son puits. Bon, eh bien, je vais reprendre ma route. Vous allez chez votre ami policier? C'est exact. Vous disiez tout à l'heure que vous dessiniez le portrait de Miranda pour vous souvenir de la fillette. Cela signifie-t-il que vous allez partir? J'y songe, en effet. Cependant, il me semble que vous n'êtes pas mal ici. Évidemment, j'ai ma maison dont j'ai dressé moi-même les plans et j'ai mon travail. Mais il me procure moins de satisfaction que par le passé. Pourquoi? Parce que les gens désirent que je fasse pour eux des choses atroces. Il y a ceux qui veulent transformer le jardin, ceux qui viennent d'acheter un terrain et me demander de leur suggérer un décor, s'harmonisant avec leur maison à peine achevée. N'allez-vous pas refaire le jardin de Mrs. Drake? Elle m'en a prié et je lui ai soumis quelques idées qui semblent lui plaire. Néanmoins, je ne puis me décider à lui accorder ma confiance. Vous croyez qu'elle ne vous laisserait pas travailler à votre guise? Je crains qu'elle ne cherche finalement à obtenir le résultat qu'elle escomptait, en dépit de ses promesses que seuls mes plans seraient respectés. Elle essaiera bientôt de m'intimider, de m'imposer ses volontés et nous nous querellerons. Il est donc préférable que je refuse de l'aider, elle et les autres d'ailleurs, et que je parte avant de m'attirer l'hostilité de ce visage. Connaissez-vous la Grèce? Oui, et je serais heureux d'y retourner. Créer un jardin sur les flancs d'une colline grecque, quelques cyprès et des rochers incultes, presque rien d'autre. Un jardin où les dieux pourraient se promener. Vous êtes fin psychologue, monsieur. Je le souhaiterais. Il y a tant de choses que j'aimerais comprendre et que j'ignore. Dites-moi, vous qui êtes ici depuis assez longtemps, auriez-vous entendu parler d'un garçon appelé Leslie Ferrier? Je me souviens très bien de lui. Il travaillait pour une firme de notaires à Manchester, n'est-ce pas? Ne mourut-il pas de façon tragique? En effet, un soir, il fut poignardé à la suite de complications sentimentales. Ferrier, qui était assez intime avec la femme d'un tenancier de pub, Sandra Griffin, se serait épris d'une jeune fille. Ce qui irrita l'épouse infidèle. Naturellement. Marqué que Leslie obtenait un succès fou auprès des femmes. Ses conquêtes étaient-elles toujours de nationalité anglaise? Non, je ne le pense pas et pourvu qu'elles comprennent suffisamment la langue pour soutenir une conversation, les filles avaient une chance de lui plaire. Je ne doute pas que des étrangères viennent parfois s'installer dans la région. Les filles au pair font partie de la vie quotidienne. Leslie connaissait-il la jeune Olga? Ma foi, je crois que oui, bien que Mrs. Lewinning Smith n'en sût sans doute rien. Je ne sais ce qui attira Ferrier en Olga, car elle n'était pas jolie. Néanmoins, il réfléchit avant de préciser. Il y avait en elle une sorte d'intensité qui pouvait passer pour attrayante aux yeux d'un jeune Anglais. Leslie sortit plusieurs fois avec Olga. Ce que vous m'apprenez là est très intéressant. Michael Garfield regarda le détective avec curiosité. Je ne comprends pas. Je tente de remonter à une période antérieure à celle au cours de laquelle Leslie Ferrier
et Olga Seminov se rencontraient en cachette de Mrs. Llewellyn Smith. Vous savez, je n'irai pas jusqu'à affirmer que les choses avaient pris cette tournure. J'ai croisé le couple assez souvent, mais Olga ne m'a jamais pris pour confident. Quant à Ferrier, je le connaissais à peine. Mais avant, bien avant tout cela, n'a-t-il pas eu quelques ennuis avec la police ? À ce qu'il paraît, j'ai entendu dire que Ferguson l'avait repris à sa sortie de prison. Un brave type, ce Ferguson. On m'a raconté qu'il a été condamné pour faux. C'est vrai. Il semblerait qu'il avait presque réussi son coup, mais que la firme où il travaillait tomba par hasard sur les pièces truquées. Et lorsqu'à la mort de Mrs. Llewellyn Smith, on examina le codicille qu'elle avait soi-disant laissé, il fut prouvé qu'elle n'avait jamais écrit le document en question. Essayez-vous d'associer les deux escroqueries ? Ce serait assez logique. Nous retrouvons ensemble l'homme qui falsifie les documents de son employeur, lié à la jeune fille qui présenta un faux codicille pour hériter de la fortune d'une vieille dame. Eh oui, c'est ainsi que vont les choses. Pourtant, c'est Olga qui a été accusée. Remarquez que, personnellement, je n'ai jamais cru qu'Olga ait réussi à reproduire exactement le coup de plume de notre patronne. Évidemment, si elle avait mis Leslie dans le coup, ils ont dû croire qu'à eux deux, ils feraient du bon travail et pourtant, avec son expérience, Leslie aurait dû douter de son talent de faussaire. Fixant brusquement le détective d'un œil coléreux, il lança. « Mais pourquoi venez-vous me parler de tout cela dans mon beau jardin ? » ?»« Je voulais savoir. » »« Il est préférable de ne pas savoir, ne jamais savoir. Mieux vaut laisser le passé dormir en paix. »« Vous voulez la beauté à n'importe quel prix. Moi, c'est la vérité que je veux. » Michael Garfield éclata de rire. « Retournez auprès de vos amis policiers et laissez-moi goûter le calme de mon jardin, de mon paradis. Retire-toi, Satan !» Chapitre 21. Poirot montait à pas lents la côte menant à la maison du policier retraité. Brusquement, il s'arrêta, oubliant d'un coup ses pieds douloureux et la pente raide. Il venait d'assembler les faits qu'il soupçonnait, depuis quelque temps, d'avoir un point commun. Il réalisa aussitôt quel danger menaçait une nouvelle victime si certaines mesures n'étaient pas prises sur le champ. Agité par cette réflexion, Poirot arriva à la cime des pins, où il fut accueilli par Mrs. McKay, qui sortait justement sur le pas de sa porte. « Vous avez l'air épuisé, monsieur Poirot. Venez vous asseoir. Votre frère est-il là ? Non, il vient d'aller à la gare. Je crois savoir qu'il s'agit d'un accident. Déjà ? C'est impossible, voyons. Que dites-vous ? Rien, rien. De quoi est-il question ? Ma foi, je l'ignore. Jim Raglan a téléphoné et a pressé mon frère de descendre. Voulez-vous que je vous prépare une tasse de thé ? Non, merci beaucoup. Mais je crois que je vais regagner mon hôtel. Mes pieds me font souffrir. Je suis mal équipée pour la campagne et je crois que je ferais mieux d'aller changer de chaussures. Elsbeth baissa les yeux sur les pieds du détective. Je vois que ceux-ci sont inconfortables. À propos, une lettre est arrivée pour vous. Elle vient de l'étranger. Attendez, je vais vous la chercher. Un instant plus tard, elle tendait la lettre à Poirot. Si vous ne voulez pas l'enveloppe, j'aimerais la garder pour un de mes neveux qui collectionne les timbres. Certainement. Poirot détacha le pli,
en tira le contenu et offrit l'enveloppe à la sœur de son ami qui le remercia et disparut à nouveau dans la maison. Olga Seminov n'avait pas regagné sa ville natale, où il ne lui restait plus de famille. Elle y comptait cependant une amie, une dame d'un certain âge avec lequel elle avait correspondu à intervalles réguliers, la tenant au courant de l'existence qu'elle menait en Angleterre. Elle l'informait qu'elle s'entendait bien avec sa patronne qui, si elle se montrait exigeante, savait, par contre, être généreuse. Dans ses lettres plus récentes et qui remontaient à 1 an et demi, elle faisait allusion à un jeune homme avec lequel elle espérait pouvoir se marier lorsque ce garçon, dont elle ne révélait pas le nom, se serait fait une situation. Dans sa dernière missive, Olga reparlait de ses projets matrimoniaux qui prenaient bonne tournure. Lorsque la vieille dame n'avait plus de nouvelles de sa jeune compatriote, elle avait supposé qu'Olga avait épousé son Anglais et changé du même coup d'adresse. Cela cadre parfaitement, pensa Poirot. Leslie Ferrier avait dû parler mariage à Olga sans pour cela s'engager trop avant. Mrs. Llewellyn Smith était mentionnée comme ayant été une personne généreuse. L'argent qu'avait reçu Leslie devait venir d'Olga pour le pousser à commettre un faux dont il bénéficierait plus tard avec sa complice. Comme Mrs. Mackay ressortait sur la terrasse, Poirot lui demanda ce qu'elle pensait de ces déductions touchant le couple Ferrier-Séminoff. Elspeth réfléchit un moment avant de se déclarer. « Ma foi, si ces deux-là s'aimaient, ils devaient bien se cacher. Aucune rumeur n'a circulé sur leur compte et pourtant, chez nous, les flirts entre jeunes gens s'apprennent tôt ou tard. » Ferrier fréquentait déjà une femme mariée, ce qui l'aura sans doute incité et a conseillé à sa compagne de garder leur rencontre secrète. C'est possible. D'ailleurs, Mrs. Llewellyn Smith, sachant que Ferrier était un garçon peu estimable, aura sans doute conseillé à son père de se méfier de lui. Poirot plia méticuleusement le message de Mrs. Goby et le glissa dans sa poche. « Vous devriez me laisser vous préparer une tasse de thé avant de partir. Cela vous ferait du bien. »« Merci, madame, mais je préfère rentrer pour changer au plus tôt de chaussures. Vous ne devinez pas quand votre frère sera de retour ? » ?»« Je n'en ai pas la moindre idée. » Poirot prit congé de Mrs. Mackay et regagna son hôtel. Alors qu'il montait les marches du perron, la porte principale fut poussée par sa logeuse qui arborait un air mystérieux. « Il y a là une dame qui désire vous voir. Elle vous attend depuis un bon moment. Je lui ai bien dit que j'ignorais où vous étiez ni à quelle heure vous rentreriez, mais elle a insisté pour vous attendre. Il s'agit de Mrs. Drake. J'ai l'impression qu'elle est dans tous ses états. Elle, habituellement si calme, me fait l'effet d'avoir reçu un choc. Je l'ai laissée dans le salon. Vous voulez que je vous serve du thé ? Non, merci. Je crois qu'il vaudrait mieux que j'écoute d'abord ce qu'elle est venue me confier. » Il entra dans le salon. En entendant la porte se refermer, Rowena Drake se retourna d'un élan. « Monsieur Poirot, enfin, vous voici. »« Je suis désolée, madame, mais j'ignorais que vous vouliez me rencontrer. Quelque chose qui ne va pas ? » C'était là une question qu'il n'aurait jamais cru pouvoir adresser un jour à son interlocutrice. Rowena Drake, laissant voir qu'elle n'était plus la maîtresse des événements, c'était impensable. « Vous êtes au courant ? » ?»« De quoi ? » ?»« C'est horrible. Il est mort. Quelqu'un l'a tué. » « Qui est mort, madame ? »
Il n'était qu'un enfant, et moi qui avais pensé. Mais aussi, quelle idiote j'ai été. J'aurais dû vous faire confiance. Je me sens terriblement coupable de m'être cru capable de savoir mieux que quiconque ce qu'il conviendrait de décider. J'ai agi ainsi parce que j'étais persuadée d'avoir trouvé la meilleure solution, monsieur Poirot. Il faut absolument que vous me croyiez. Asseyez-vous, madame, et racontez-moi. Un autre enfant est mort? Quel enfant? Son frère, Léopold. Léopold Reynolds? Oui, il a été trouvé sur un sentier de la colline. J'imagine qu'en sortant de l'école, il s'est offert un détour pour aller jouer dans le ruisseau qui passe là-haut. Quelqu'un lui a maintenu la tête sous l'eau et il est mort asphyxié. Comme Joyce? Oui, et je suis sûre que ces actes criminels sont l'œuvre d'un fou. Ce qu'il y a de plus angoissant, c'est qu'on ne possède pas le moindre indice. Et moi qui me figurais avoir deviné juste, je pensais vraiment... Il faut tout me dire, madame. Bien sûr. Vous êtes venue me parler de ce geste de surprise qu'Elizabeth Whittaker avait cru me voir esquisser dans les escaliers au cours de la soirée. Elle pensait que j'avais pu apercevoir quelque chose d'insolite. J'ai nié parce que j'étais persuadée... Elle se tut, et Poirot la pressa. Vous aviez vu quelque chose, en réalité? Oui, et je regrette de ne pas vous l'avoir appris plus tôt. La porte de la bibliothèque s'est ouverte et il est apparu sur le seuil. Il s'est immobilisé un moment et a disparu presque aussitôt. De qui parlez-vous? De Léopold. Vous avez pensé que Léopold venait de tuer sa sœur? C'est cela? Oui, pas de suite, cependant. J'ignorais encore que Joyce était morte. Mais j'ai trouvé que Léopold avait une expression bizarre. Dans un sens, il était un enfant assez effrayant. Il donnait toujours l'impression de n'être pas tout à fait normal. Très intelligent, il semblait ne pas vivre comme les autres gens. Lorsque je l'ai aperçu, je me suis dit « Pourquoi Léopold n'est-il pas avec ses camarades à jouer au Snapdragon ?» Il fait une drôle de tête. Je me demande ce qu'il cherchait dans la bibliothèque. Ensuite, ma foi, j'ai oublié l'incident, mais son apparition soudaine a dû me surprendre au point que je lâchais le vase de fleurs. Quand Joyce a été trouvée, je repensais à ce qui s'était passé plus tôt et j'en déduisis que Léopold avait tué sa sœur. Oui, une monstrueuse erreur de jugement. Que Léopold ait été tué à son tour signifie qu'il avait dû se rendre dans la bibliothèque, y voir sa sœur, morte, et ressentir un choc terrible. Voulant se sauver sans être remarqué, il aura jeté un coup d'œil dans le hall et, m'apercevant, se croit obligé de battre en retraite. Et vous n'avez rien dit, madame? Même après la découverte du crime? Il était si jeune, à peine 11 ans. J'avais le sentiment qu'il n'avait pu réaliser la portée de son acte. Mes intentions étaient pures, monsieur Poirot. Je pensais agir pour le mieux. D'un ton distrait, Poirot remarqua. Je viens d'apprendre aujourd'hui que Léopold dépensait beaucoup d'argent ces derniers temps. Quelqu'un devait le payer pour qu'il garde le silence. Mais qui? Qui? Nous le saurons bientôt. Chapitre 22. Il n'était pas dans les habitudes d'Hercule Poirot d'avoir recours à l'opinion d'autrui. Néanmoins, bien qu'il fût presque toujours satisfait de son propre jugement, il lui arrivait quelquefois de solliciter l'avis de personnes qu'il estimait. Lorsqu'il eut abouti à ses conclusions personnelles touchant le meurtre des 2 enfants, il eut un entretien avec son ami Spencer et l'inspecteur Raglan loua une voiture et avant de se rendre à Londres, se fit déposer à l'école des Elms où il pria Miss Emmeline
de l'excuser de la déranger à une heure aussi indue. Je suppose que vous ne viendrez pas me trouver pour un motif futile, monsieur Poirot. Vous êtes trop aimable, mademoiselle. Pour être franc, j'ai besoin d'un conseil. Cette remarque laissa Miss Emmeline sceptique. Je n'avais pas l'impression que cette modestie fût un trait de votre caractère, monsieur Poirot. Cela est vrai. Cependant, j'aimerais beaucoup recevoir, de la part d'une personne dont je respecte grandement le bon sens, l'assurance que mes soupçons sont fondés. J'ai découvert l'identité du meurtrier de Joyce Reynolds et je crois que, comme moi, vous le connaissez. Je ne vous ai pourtant rien dit. Certainement, et cela m'incite à penser que votre conviction est sans fondement solide. Soit, admettons que j'ai abouti à une conclusion. Cela m'implique pas que je dois vous la communiquer. Non, mais j'aimerais écrire 4 mots sur un morceau de papier et obtenir votre approbation en ce qui les concerne. 4 mots ? Vous m'intriguez ? Poirot s'exécuta et tendit une feuille que la directrice parcourut des yeux. Eh bien, je partage votre opinion en ce qui concerne les 2 premiers. Les 2 autres sont plus difficiles, car je n'ai pas de preuves et je vous avouerai franchement que je n'y avais pas pensé. Mais pour les premiers, vous avez des preuves. Je le pense, oui. L'eau, annonça-t-il lentement. Dès que vous avez su, vous avez compris. Moi aussi. Nous avons tous les 2 compris. Et à présent, un garçon vient d'être noyé dans un ruisseau. Un coup de téléphone me l'a annoncé avant votre arrivée. Comment le frère de Joyce est-il impliqué dans l'affaire ? Il voulait de l'argent. Il en obtint, mais lorsque l'occasion s'est présentée, on s'est débarrassé de lui. La personne qui me l'a pris était remplie de compassion, bouleversée. Pour obtenir de l'argent, Léopold avait pris des risques. Il était assez intelligent, assez rusé même pour deviner où pouvait le mener son petit jeu. Il n'avait que 10 ans, mais l'âge ne compte pas lorsqu'on se lance dans une telle entreprise. Ce qui importe maintenant, c'est d'aider un autre Léopold à rester en vie. Un meurtrier qui a frappé plus d'une fois est un danger pour la société, surtout si, pour lui, tuer est le seul moyen qui lui reste de sauvegarder sa sécurité. Je me rends à Londres, où je compte rencontrer quelques gens avec lesquels je tâcherai de mettre au point un système d'approche. Il y a encore un détail sur lequel j'aimerais obtenir votre opinion, mademoiselle. Croyez-vous que je puisse accorder toute ma confiance à Nicolas Ranson et Desmond Holland ? Oui. J'admets que, par certains côtés, ils ont des réactions assez puériles, mais fondamentalement, ils sont aussi sains qu'une personne sans verre. Nous en revenons toujours aux pommes, remarqua Poirot tristement. Il faut que je parte, à présent. Je dois rendre une visite avant de reprendre ma course vers Londres. Chapitre 23. Êtes-vous au courant de ce qui se passe à Garywood ? Demanda Mrs. Cartwright en plaçant un paquet de Fluffy Flacquelettes dans son panier à provisions. Non, je n'en sais rien, répondit Mrs. Mackay. Les 2 femmes venaient de se rencontrer dans le nouveau supermarché de Woodleigh Common. Il paraîtrait que les arbres menacent de s'abattre. 2 forestiers sont arrivés ce matin et inspectent les bois sur la colline du côté du vieil arbre branché. Ils creusent autour des racines, paraît-il. C'est dommage. Ils vont tout saccager. Ils doivent connaître leur métier. Quelqu'un les a sans doute appelés.
2 policiers veillent à ce que personne n'approche de trop près tant qu'ils n'auront pas exactement localisé le danger. Je comprends, répondit Mrs. McKay. Peut-être comprenait-elle. Elspeth n'avait pas besoin d'être beaucoup plus renseignée pour réaliser la gravité de la situation.